Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Bruno Pueschultre. Je suis vice-président stratégie d'innovation dans une entreprise qui s'appelle Keonis, qui est une entreprise qui intègre des solutions de conception produit process, on appelle PLM aussi, mais aussi des solutions de type MES et des solutions de contrôle d'usine un peu plus. Donc on va de la conception amont, gestion des exigences, jusqu'à la fabrication. On est un peu moins sur la maintenance, même si c'est un domaine qui reste intéressant. Je suis aussi membre du comité de pilotage de Hartz, qui est un Carnot français, parce que je pense que la relation recherche entreprise privée est essentielle pour faire mûrir un certain nombre de points. Et moi, je suis plus dans les processus, puisque même si j'ai aujourd'hui des beaux titres, je suis avant tout un consultant. J'ai participé à beaucoup de projets de transformation par le numérique auprès des industriels français. Beaucoup dans l'auto et l'aéro au début, mais la machine-outil aussi, et les bateaux aussi, depuis quelques années. Et je suis passé des très grosses entreprises, à la mode Airbus, Alstom, Dassault Aviation, etc., à des entreprises de plus petites depuis plusieurs années. Donc je m'intéresse beaucoup à la chaîne de valeur, qui va des OEM à la supply chain. Et c'est dans ce cadre-là que je voudrais éclairer un peu, ou tenter d'éclairer finalement ce que l'usine du futur peut apporter, non pas uniquement à ces OEM, mais vraiment à cette chaîne. Pourquoi l'ensemble de la chaîne va être impacté, et il faut que les PME arrivent à prendre ce wagon-là, c'est essentiel. Voilà. Donc voilà comment je veux positionner la chose, finalement en 4 temps. Pourquoi ? Parce que finalement, cette révolution numérique, pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir si c'était les industriels qui avaient permis le numérique, ou le numérique avait permis aux industriels de faire les choses, qui de la poule ou de l'œuf. Pendant longtemps, je me suis posé cette question vraiment comme ça, qui de la poule ou de l'œuf. Aujourd'hui, je suis persuadé que c'est le numérique qui va permettre aux industriels, alors qu'avant, j'en étais pas persuadé. Là, vraiment, cette 4e révolution, cette usine du futur, c'est le numérique qui va la driver, ou rien. Deuxième point, ce numérique qui va s'inscrire dans une transformation déjà en cours depuis très longtemps de la relation entre les OEM et les suppliers. Et si on ne prend pas en compte ces mouvements dans cette relation-là, on ne réussira pas. Le 3e point, ce sera de regarder finalement, de faire un petit zoom sur quelques référentiels clés, parce qu'on parle beaucoup de technologie et on oublie les référentiels de données. Et si on n'équilibre pas nos efforts entre les référentiels de données et les technologies, on va échouer aussi. On va faire des protos, mais on ne va pas déployer les technologies dans les entreprises. Et enfin, je voudrais quand même zoomer, parce que c'est le plus important pour moi, sur des expériences industrielles qui ont été réussies, ou qui sont en train de réussir, ou qui sont déjà réussies, et traduire par là le fait que ce n'est pas forcément l'industrie de demain, mais c'est aussi l'industrie d'aujourd'hui. Voilà comment je voudrais déplier un peu la présentation. Pour commencer, la révolution numérique, à la base de tout, il y a des choses, ça s'auto-porte, je ne vais pas commenter. Cette révolution, elle part de l'utilisateur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux 4G, 5G, les GAFA, que tout le monde connaît aujourd'hui, ont permis aux utilisateurs de faire des choses qu'on n'imaginait pas il y a 20 ans. Quand on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a par exemple, il y a des chiffres qui marquent 56 000 applications downloadées chez Apple toutes les minutes, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait à la maison qu'on ne sait même plus faire au travail. Il y a 20 ans, on venait au travail faire des choses qu'on ne pouvait pas faire à la maison. On venait des fois le week-end. Maintenant, on rentre à la maison pour faire des choses qu'on n'arrive pas à faire au travail à cause de la sécurité. Donc ça, c'est fondamental, c'est des mouvements. Les entreprises doivent prendre en compte ce phénomène-là. Autrement, les gens, ils ne travailleront plus dans les entreprises, ils bosseront chez eux parce qu'ils auront plus de capacité à travailler. Ça, c'est un phénomène premier. Derrière, il y a 4, finalement, grandes tendances. Alors, je ne suis pas là, je ne suis pas un expert des grandes tendances, malgré tout. Ma présentation, elle s'articule comme ça, elle passe par les grandes tendances. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas les oublier. Au début, moi, j'avais du mal avec ces grands mots. Et maintenant, je me les suis fait miens et je trouve que c'est pertinent. C'est au contraire très pertinent. Donc d'abord, il y a le big data et le cloud. Alors le big data, pendant longtemps, c'était un grand mot, ça faisait peur, etc. Il y a quand même quelques chiffres clés qui sont importants. C'est qu'aujourd'hui, c'est un marché de plusieurs milliards, 24 milliards d'euros dans le monde. Aujourd'hui, on ajoute dans le big data l'équivalent de 25 000 fois la librairie américaine tous les jours. Donc on est dans un monde où la donnée est essentielle et elle se multiplie et elle se met à jour. Donc on ne peut pas parier sur le fait qu'elle est à jour une fois pour toutes. Et c'est un vrai marché, ce marché-là. Et le deuxième marché, c'est le marché du cloud. Ça a commencé par nous, on a mis quelques données dans le cloud, mais aujourd'hui, les entreprises, il y en a 19% en Europe qui ont une partie de leur infrastructure sur le cloud. Alors ça peut être juste quelques serveurs IT,
mais ça peut aller jusqu'à du CRM. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont leur CRM, donc leur relation client qui est dans le cloud, qui ont de leurs ERP dans le cloud, qui ont une partie de leurs données d'innovation dans le cloud, peut-être pas toutes, mais une partie. Et donc, ça fait partie intégrante aussi de cette dématérialisation et de cette numérisation de l'entreprise. Ça peut permettre d'aller plus vite, notamment pour les startups aussi. La troisième grande tendance, c'est bien sûr les objets connectés. Mais souvent, juste 80 milliards d'objets connectés en 2020, ça, on parle beaucoup de nous, hein, de nos montres, de nos vêtements, de demain, etc., qui seront connectés. Mais il y a un phénomène on ne se rend peut-être pas compte, on pense beaucoup B2C, mais en B2B, 75% des investissements publics sont faits dans l'IoT industriel et non pas dans l'IoT B2C. Ça, c'est un phénomène, on ne se rend peut-être pas compte, mais sur les 4 milliards qui ont été dépensés ces 2 dernières années, il y en a 75% qui vont sur de l'IoT industriel. Ça se voit peut-être pas encore, mais ça va se voir très très vite. Il y a un autre phénomène, bien sûr, mais là, il y a des gens qui en ont parlé beaucoup mieux que moi, et je prendrai pas leur place. C'est qu'on a vendu depuis le début de l'année 250 000 imprimantes 3D, et que ce chiffre va doubler tous les ans, selon le principe de... Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un principe bien connu qui dit qu'on double tous les 18 mois. Et en l'occurrence, il va se positionner sur ce phénomène-là. Donc ces 4 phénomènes quand même qui sont importants. Bien entendu, ils n'expliquent pas tout. Et il y a un dernier point quand même qui est assez fondamental. Alors moi, je viens de ce monde-là, mais c'est pas parce que je viens de ce monde-là qu'il est fondamental. C'est que parallèlement à ça, les entreprises ont généré les données. Et elles ont des données de plus en plus précises de qualité, qu'elles viennent de leur CAO, de reverse engineering, de leur simulation, de leur maquette numérique, de leur documentation technique, et de plus en plus qui tire parti du 3D, de la schématique et des choses intelligentes connectées. Et on a des moyens de réutiliser ces données qui ne valent plus rien. Avant, un ordinateur, c'est très cher. Maintenant, ça coûte rien. Une tablette, ça coûte pas grand-chose. Une caméra qui peut projeter sur 3D, ça coûte pas cher. Donc, on est dans une capacité de démocratiser la réutilisation de ces assets numériques qui est assez phénoménale par rapport à il y a encore 10 ans. Donc, ces tendances lourdes, complétées par ce qu'on a dit juste avant, c'est ça le contexte numérique qui est en train de changer. Mais on ne peut pas dissocier ça d'un autre phénomène qui est la transformation des relations OEM sous-traitants. Alors bien entendu, j'ai pris un exemple qui vaut ce qu'il vaut, j'ai pris l'exemple de l'aéronautique, on pourrait faire exactement, j'ai les mêmes slides pour l'automobile, pour l'industrie des machines-outils, etc. Il y a 2 phénomènes que tout le monde connaît, je n'ai pas de cours à donner bien entendu là-dessus. On concentre, on globalise. Ça c'est vrai sur les têtes de chaîne de valeur, Boeing, Airbus, etc. Mais c'est vrai aussi chez les Tier 1. On prend l'exemple de Safran, qui est devenu une entreprise, je dirais pas tentaculaire, mais très imposante par rapport au SNECMA qu'on a pu connaître il y a quelques années, on va dire. Et donc, ces regroupements, ils donnent naissance à des tendances, des bénéfices d'échelle au niveau des achats, etc. Ça, c'est la concentration. La pression sur la supply chain, puisqu'on va être plus puissant et on va dire si vous bossez avec nous, vous avez vachement d'intérêt, donc bossez avec nous, mais il y a des contraintes supplémentaires, c'est d'être ceci, c'est d'être cela. Et la globalisation, c'est l'attractivité des nouveaux marchés. Ça va aussi avec la capacité à répondre à une concurrence qui est de plus en plus internationale et de promouvoir des modes d'opération plus globaux. Par exemple, on ne va pas faire un avion qu'entre Européens, on va le faire avec des Japonais, on va le faire avec des Américains, parce qu'autrement, on ne touchera pas ces marchés. Pourquoi ? Parce que si on le fait qu'entre nous, on ne nous l'achètera pas. Ça fait comme ça. Il faut changer la technologie. Alstom en sait quelque chose avec son TGV, Dassault avec son Rafale, etc. Même si depuis quelque temps, il y a eu des progrès. Voilà, donc ces 2 tendances-là, elles ont une conséquence finalement. C'est que ça met une certaine pression, bien sûr, sur les coûts, sur le cycle, sur l'innovation. Et donc, soit les Tier 1 ou les Tier 2 se renforcent pour répondre à cette demande des OEM, soit ils sortent. Alors, ils sortent peut-être par une porte tout à fait noble, qui peut être de descendre au rang d'en dessous, qui peut être une très bonne place aussi, je n'ai pas de jugement là-dessus, mais ça va avec cette stratégie de streamlining de la chaîne de valeur. Donc, il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on est capable de rentrer dans cette globalisation ? Est-ce qu'on est capable d'apporter l'innovation qu'on nous demande ? Est-ce qu'on est capable de le faire dans les temps qu'on nous indique et à des ratios de taille qu'on nous demande ? Et il y a une troisième tendance sur laquelle je voudrais zoomer, qui est vraiment importante et qui est souvent sous-estimée. Je pense aux acheteurs, notamment, qui aujourd'hui ont la façon d'acheter l'innovation, comme s'ils achetaient des boulons enfin, aucun message subliminal, pas du tout subliminal d'ailleurs. Mais franchement, ça devient très très compliqué.
d'acheter de l'innovation comme on achète des boulons. Et c'est ce qui se passe. Hein. Pourtant, 70% de la valeur des bagnoles est sous-traitée à la chaîne de valeur. Ça veut dire que l'OEM, il en fait 30%. Donc s'il est efficace pour 30%, c'est bien. Mais s'il gagne 30% de 30%, ça fera 9. S'il gagne 20% sur 100%, ça fera beaucoup plus, ça fera 20. Donc il a intérêt à emmener ses suppliers dans cette transformation, s'il veut tirer parti de ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est assez important. Et je voulais faire juste le zoom sur... Voilà. Je voulais faire juste le zoom sur ces 3 types de produits. Alors vous avez bien vu, c'est très exagéré. J'ai mis des punaises et des... Bon, on comprend, je suis sur de la bigaille, des pièces très standardisées. En haut, je suis sur de l'engineering spécifique, comme les sièges de voiture avec Forcia, par exemple. Au milieu, je suis sur des produits intermédiaires, pré-ingénérés, comme les batteries, juste pour qu'on se donne des petits guidelines. Et il est évident qu'on n'a pas du tout les mêmes problèmes. Dans un cas, on va être vraiment sur de l'enchère, tout en bas. Au milieu, on va être sur des problèmes d'RFQ, d'RFP, d'RFQ, et de temps de livraison, des problèmes de logistique, de livraison. Et sur le haut, on aura bien sûr les problèmes du niveau précédent, mais on aura aussi un problème sur l'ensemble du cycle de vie, ingénierie, production, certification, et on devra le faire ensemble. Et là, on parle bien de chaîne de valeur, et on ne parle pas uniquement de logistique de valeur, mais on parle de chaîne de valeur, et donc on parle bien d'ingénierie, on parle bien de préparation, donc d'industrialisation, on parle de production, on parle de tout le cycle en vérité. Donc il commence forcément par les spécifications, mais il s'arrête avec la maintenance, hein, puisque maintenant même on demande à couvrir des schémas de maintenance qui sont intégrés au produit final. Donc ça c'est important parce que si on n'a pas ça en tête, alors je pense qu'on va faire beaucoup d'erreurs. On va proposer des technologies à des gens qui n'en ont pas besoin. On va sous-estimer des technologies à ceux pour qui ça va être fondamental. Il va falloir se trouver par rapport à ça. Donc le 3e point, c'est ce que j'ai appelé des référentiels et des technologies pour maîtriser les flux numériques. Alors je me suis permis de réutiliser, et s'il y en a parmi nous des visuels de journalistes, là c'est l'usine nouvelle. Quand les journalistes font du bon travail, je pense qu'il faut le dire, parce qu'on a besoin de gens qui démocratisent un peu le message. Et j'aime beaucoup certains visuels qu'il y a dans l'usine nouvelle. Ça, c'est un vieux visuel. Excusez-moi, je ne suis pas encore. C'est un vieux visuel de 2006, mais il parle très bien. Où on voit finalement une espèce de progression du travail qui va de ce qu'on appelle le PLM, donc l'ingénierie numérisée des produits, qui descend dans le RP, qui va vers le centre de production qu'on appelle le MES, et qui vient après sur une chaîne de production finalement, ou de maintenance, opérer un certain nombre de travaux qui vont de la gestion des ressources à le suivi de la disponibilité, le suivi de l'exécution, les contrôles qualité, etc. Avec les ensembles de supervision qui vont avec. Donc le premier point, c'est que donc on parle bien d'un PLM, donc d'un référentiel PLM qui va servir à gérer la propriété intellectuelle, à gérer l'innovation, à gérer les pièces à faire ou les ensembles à concevoir et comment les fabriquer. On passe ensuite parallèlement, bien sûr, à un ERP qui va gérer nos contrats, qui va gérer notre planification, et on va finir dans un MES qui va donner qui va rendre aux préparateurs, aux opérateurs dans l'usine, les gammes d'instruction, les gammes de maintenance, les gammes de fabrication, etc. Et qui va opérer le pilotage journalier de l'usine. Alors, et bien sûr, des technologies qui vont être cette fois dans l'usine pour aider à automatiser ou à aider les opérateurs à faire leurs tâches. Ça peut être de la réalité augmentée, ça peut être des cobots intelligents, ça peut être de la robotique, ça peut être de la puce RFID qui va permettre on va voir tout ça après, de l'impression 3D, etc. Mais ce que je voudrais quand même qu'on se dise, c'est qu'il y a bien deux environnements, les données et les technologies. Et si on n'a pas pris le temps de mettre en place ces référentiels en amont qui vont amener la qualité aux données, qui vont donner la qualité, qui vont donner la configuration, la gestion des évolutions, parce qu'elles ne sont pas figées, les données. Elles vivent. Et donc, si j'envoie la donnée qui est plus à jour à la production, ça ne marchera de toute façon pas. Si on n'établit pas ces référentiels forts dans l'entreprise, ok, c'est de l'informatique, mais bon, c'est nécessaire. Et c'est ça qui va permettre à ces technologies aval, parce qu'elles réutilisent la donnée, de s'exprimer. Pas de faire un POC, pas de faire un proof of concept super brillant, projet de recherche, mais qui va permettre après de trouver tous les use cases utilisables et les déployer pour que l'usine qui est repartie de la technologie n'ait pas l'atelier numéro 24.
Et ça, c'est un des problèmes qu'on a, à mon avis, en France par rapport à certains pays. On est souvent leading edge sur l'époque, mais par contre, sur les déploiements, si on va au Japon, ils vont moins de choses que nous, mais quand ils y vont et ils déploient. Donc là, le déploiement, c'est une vraie valeur, mais le déploiement, il vient de là. La capacité à déployer, elle vient de l'amont, elle vient pas de la technologie. La technologie, une fois qu'elle marche, elle marche. Il faut que la donnée soit à jour et qu'elle file dans la technologie. Donc il faut que les flux soient présents. Et les flux, c'est les référentiels. Ça part des référentiels. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, en tout cas sur les entreprises de taille moyenne, plus que dans les grosses entreprises où quand même c'est un peu plus établi. Alors voilà, j'ai refait un autre feuille qui est un peu une redite, mais juste pour se fixer quelques idées. Le PLM, alors on l'appelle comme vous voulez, gestion de données techniques, là où on gère la CAO, les documentations techniques, les specs. Il y a plein d'acceptations, j'accepte toutes les exceptions, je ne suis pas là pour faire un cours de sémantique, mais c'est là où on va essayer de montrer à l'OEM qu'on est le meilleur des partenaires d'études. On va lui montrer qu'on est innovant, qu'on est capable de lui montrer où est-ce qu'on en est sur nos maquettes numériques, qu'il va comprendre tout de suite là où on en est, de notre ingénierie. Et on va gérer notre IP, notre propriété intellectuelle, notre savoir-faire. On ne va pas tout montrer, on va montrer que ce qu'on a envie. On va en garder pour les années d'après. Le ERP, c'est là où on va gérer son entreprise. On va gérer ses contrats, sa finance, sa planification, ses achats. Et on va donc montrer qu'on est capable de gérer les mois à venir. Et on va pouvoir présenter qu'on est un partenaire fiable au sens financier du terme. Et c'est important. Et enfin, le MES, qui lui est beaucoup plus sur les jours à venir. Et on va chercher à montrer qu'on est un bon partenaire de production, qu'on est capable de remplir un ramp-up. Pas uniquement en termes de planification, mais en termes de preuves, au jour le jour. Et ces trois référentiels sont complètement... j'ai pas envie de dire qu'il y en a un qui est plus important. Ça dépend quel rôle on joue dans la chaîne de valeur. On peut n'en avoir besoin que d'un, des trois, selon qu'on ait tout ou une partie de cette chaîne de valeur. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si on ne met pas en place ces référentiels, pour moi, les technologies dont on va parler après, elles auront un effet waouh, un effet de montrer qu'on est intelligent, mais elles ne se déploieront pas, donc elles n'apporteront pas la valeur qu'on peut penser. Et donc, après, il y a toutes ces technologies. Alors là, c'est juste pour faire un petit panoplie. Des technologies, il y en a qui vont servir en conception, c'est l'ingénierie numérique, c'est Dassault Systèmes, Siemens. Moi, je suis plus Dassault Systèmes parce que c'est mon historique, mais Siemens fait des très bons produits aussi, comme ça, je dis pas de bêtises. La traçabilité en temps réel, plutôt pour la partie pilotage contrôle. C'est là où on va voir tout ce qui est tagage, etc. Les robots, les cobots, plutôt pour les opérations de fabrication. La réalité augmentée qui peut servir en fabrication ou en maintenance. La maintenance prédictive qui porte bien son nom. Et là, il va falloir certainement creuser par rapport aux IoT, etc., pour aller un peu plus loin. Et ensuite, l'impression 3D, les facteurs humains. Là, c'est juste pour faire un petit catalogue. Mon but, c'est pas de faire un catalogue. Donc, vous comprenez bien que comme ces technologies, elles viennent se pluguer sur les référentiels dont on a parlé précédemment. Si on veut les voir uniquement en termes de technologie, sans les référentiels qui vont derrière, je pense qu'on perd un bon 50% d'efficacité. Puisqu'on va devoir remettre au point chaque expérience. Chaque fois qu'on a un nouveau cas d'usage, il va falloir le mettre au point. Le but, c'est que les cas d'usage, ils tombent. Ils tombent parce que les référentiels amènent la donnée. Et donc, une fois qu'on en a fait 1, 2, on en déploie 10, 15 aussi vite qu'on a fait les deux premiers, puis qu'on était dur à mettre au point parce que là, on a cherché à maîtriser la technologie. Une fois qu'on veut déployer, on déploie. Et on déploie vite. Chaque cas d'usage, ça doit prendre quelques semaines, mais pas plus. Quelques petits résultats industriels. Encore une fois, je remercie l'usine Nouvelle. Un très très bon petit slide qui montre un peu différentes zones de l'usine et qui dit, voilà, on peut travailler sur l'aspect entreprise étendue avec ces leviers, on peut travailler avec la RFID à grande échelle, le PLM étendu au service, la fabrication totalement simulée. Alors, eux, ils ont donné leurs exemples et moi, je vais vous donner les miens, ceux que j'ai traversés, on va dire, ou que auxquels j'ai pu participer. Si on prend l'exemple de la fabrication totalement simulée, là, on va voir que l'automobile, il y a très longtemps qu'ils y sont. Vous avez chez Peugeot, chez Renault, ils simulent tous leurs process industriels avant de les opérer. L'aéronautique, c'est pas la même gamme, on en fait moins. Mais donc, voilà, on arrive maintenant, pas sur tout le process, à part quelques avions très récents, mais sur les principaux process où on innove complètement. Par exemple, quand on a fait pour la première fois une coiffe, un rivetage de coiffe automatisé, on a complètement simulé. Alors, il y a un peu de marketing derrière ces vidéos, vous vous en doutez, mais c'est pour figer les idées quand même. Donc, on a vraiment simulé complètement la Workcell avant d'être capable de dire on va la lancer en production. Et quand je mets simulé, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, la belle vidéo 3D. Derrière, il y a tous les timelines qui se mettent à jour de la gamme réelle. C'est ça qui est plus compliqué, bien entendu. Un autre exemple,
que j'aime beaucoup parce qu'il traduit, pour moi, ce que peuvent gagner les sous-traitants. L'entreprise étendue. C'est une entreprise que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Building Automation. C'est des gens, ils font des préhenseurs. Ils sont allemands au départ, mais ils ont une filiale française qui est très très active et très innovante. Et ces gens-là, ils font des préhenseurs pour des chaînes d'emboutissage. Au début, ils vendaient des préhenseurs. Maintenant, grâce aux jumeaux numériques que leur donne PSA, ils mettent au point, de façon détaillée, la ligne d'emboutissage. Donc ils prennent l'étude en AMOA ou en MOE, ça dépend. Et une fois qu'ils ont pris l'étude, ben forcément, ils vendent leurs préhenseurs. Mais ce que je veux dire, c'est que leur business model a complètement changé. D'un business model de vente de préhenseurs qui était choisi par certains fabricants de chaînes, de certains intégrateurs, à un rôle d'intégrateur qui va bien sûr comprendre leur rôle de fabricant de préhenseurs. Et ça, ils l'ont fait grâce aux jumeaux numériques avec PSA. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va se mettre dans cette logique-là. On va arrêter d'être des fabricants de préhenseurs. On va être des metteurs au point de ligne. Et bien entendu, nos préhenseurs seront les meilleurs pour cette ligne. C'est intelligent, c'est basique, mais finalement, ils ont fait x2 en chiffre d'affaires en 2 ans avec ça. Ils ont doublé le nombre de personnes qui travaillent en France sur Building. Je trouve que c'est un bon exemple de bonnes idées liées au numérique. Un autre exemple que je voudrais peut-être zoomer, c'est ils sont là sur le stand à côté du CEA, là, ou avec le CEA d'ailleurs. C'est une boîte qui s'appelle Giota. C'est des copains aussi un petit peu, mais c'est pas ça qui est important. C'est des gens qui ont mis au point une réalité augmentée industrielle. C'est l'effet waouh. On fait rentrer un train dans un showroom pour montrer que le patron, Monsieur Cron, il est super bon, etc. C'est bien, mais on s'en fout un peu au niveau industriel. Eux, ce qu'ils font, c'est de la réalité augmentée industrielle, par exemple avec des tablettes, pour aller projeter sur le physique la maquette numérique et donc regarder comment on va monter un ensemble. Ou avec une caméra qui vient à l'échelle 1, au bras d'un robot ou d'un robot, là c'est plutôt un bras articulé, venir positionner finalement la fiche d'instruction en overlap de l'ensemble de la montée. Ces technologies peuvent s'utiliser en maintenance, en learning aussi. Je prends l'exemple de la fabrication parce qu'on est dans l'usine du futur, mais c'est pas que pour ça. Un autre petit exemple sur lequel je voudrais zoomer, c'est par exemple la notion d'outils, des choses très simples, parce que c'est pas forcément que des choses compliquées. Chez Safran, Aircraft Engine à Villaroche, ils ont des visseuses connectées, plus RFID ou code barre. Et c'est plus, quand on va lire le code barre, elles vont chercher dans le MES la gamme, et la gamme leur dit le couple de vissage, et puf, ils vissent comme ils doivent visser. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'erreur possible. Ça veut dire que le lean manufacturing, il est aussi aidé par la connectivité des flux. Là, en l'occurrence, il n'y a pas quelqu'un qui va péter quelque chose parce qu'il va essayer de visser trop fort. Ça ne peut plus arriver. Et ça, c'est une puce RFID, une connexion au MES. On n'est pas dans le rêve quand même. On n'est pas dans quelque chose qui est... c'est une transformation et en même temps, c'est pas incroyable. On voit le projet Valérie sur les robots. Alors là, effectivement, c'est un projet plus ambitieux. Un robot 12 axes collaboratif qui va chercher des outils dans l'usine ou des pièces et puis qui les ramène aux compagnons pour qu'ils puissent faire son travail de façon collaborative avec le cobo. Je n'ai peut-être plus le temps trop d'aller sur tous les cas. Je voudrais peut-être en citer encore 2. En maintenance, petite boîte qui est ici aussi d'ailleurs, j'ai remarqué, Optim Data, c'est une TPE française qui, elle, a dit « Moi, je vais aider les gens à penser la maintenance de leurs machines. » On achète des machines, on fait de l'empaquetage, par exemple. Je pense à des gens comme Sidel, à des boîtes comme ça, qui font beaucoup de machines pour des entreprises qui vont faire on va dire de l'emballage ou de la mise en bouteille, etc. Ils font un front-end qui va permettre d'aller choper les données qui sont sur les machines avec des capteurs et faire un espèce de 360 sur la machine pour essayer d'aider, voir des discrepancies entre la machine numéro 1 et la machine numéro 2, se poser des questions de maintenabilité prospective sur les machines en cours. Et ça peut être utilisé par la personne qui vend la machine et qui veut gérer son parc. Ça peut être aussi géré par l'industriel quand il a un certain nombre de machines et qui peut lui-même, en avance de phase, commencer à penser sa maintenance prédictive. Donc là, on arrive à des logiques où, là, on est sur la partie informatique, la partie, on va dire, search. On ramène la donnée, mais avant, il faudra bien sûr l'IoT qui va chercher la donnée. Dernier petit point dont je voudrais parler, parce que là, on est sur des exemples vraiment industriels, mais on a aussi besoin de la recherche. Et ça, c'est H2020,
CFUI, c'est tous ces dispositifs. Et je voulais juste zoomer sur un projet, j'en fais partie, mais c'est pas ça qui est important, franchement. C'est un projet qui s'appelle Optimize, qui est financé à 100% en termes de coûts par la communauté européenne, hein, qui comprend Alstom, Goimec, qui est une entreprise espagnole, nord de l'Espagne, et Lengorur, qui sont des gens qui viennent du BTP, hein, qui font des murs intelligents, qui transportent eux-mêmes en appareil composite avec de l'électricité à l'intérieur, tout juste avant. Bah, eux, ils font des murs qui sont intelligents et qui transportent leur câblage, leur tuyauterie, etc., dans des murs standardisés. C'est assez phénoménal ce qu'ils font. Et ces gens-là se sont réunis avec des technologistes, avec des entreprises plus de recherche, pour penser des IoT qui vont ramener de l'information pour essayer d'optimiser la planification de production de leurs usines en prenant en compte quelque chose qui est important dans certains pays, plus qu'en France, qui est la gestion de l'électricité, enfin la gestion de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'en Angleterre, on peut vous dire la veille, à 15h, il n'y a plus d'électricité, ou il y a 30% de moins. En France, on ne se rend pas compte, mais on n'a pas beaucoup ces problèmes-là. En Angleterre, ils l'ont plus, en Espagne, ils l'ont plus. Et donc, pouvoir repenser le schéma de production assez rapidement, grâce à des capteurs, voir ce qu'on est en train de produire, etc., et pouvoir repenser. Donc ce projet, il est financé complètement. Et il est intéressant. J'en ai fini pour les exemples. Et je voudrais juste conclure en vous disant... en fait, je cherchais une conclusion et puis je me suis dit, si je tente, parce que c'est pas grave, finalement, c'est vachement intéressant. Monsieur Schwab, donc c'est la personne qui préside à Davos, qui a créé le forum économique de Davos. À force de rencontrer des industriels, il s'est rendu compte de ça. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase parce que elle traduit finalement assez bien ce que j'ai essayé de dire. C'est que cette révolution, elle va tout fusionner, le physique, le numérique, voire même un jour le biologique. On va un peu plus loin, mais restons sur les deux premiers axes dont on a parlé aujourd'hui. Enfin, pour moi, après, je sais plus trop faire. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec sa conclusion. Sa conclusion, c'est que ça va changer toute la chaîne, de la conception à la distribution, en passant par la relation client. Et ça, je pense que c'est une assez bonne conclusion. Je pense qu'on est vachement bien armé en France pour répondre à ces enjeux-là et pour ramener l'industrie chez nous. On a les bons technologistes, on a les régions qui poussent. Je pense que c'est un challenge pour tous les ingénieurs. Et on a de très bons orateurs. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Merci à vous.